Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes bien sur Radio Tartou. Je serai la voix du Dentrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Kiki, qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté des plantes pour décorer un peu l'émission. Tu veux dire décorer l'écho des labos? Oui, c'est pour faire plus joli. Mais tu sais t'en occuper de tes plantes? Oui, t'inquiète, je gère. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. On va taper fort dès le début. Oh bah ça, j'ai l'habitude. Après le Lancet Gate, on a maintenant le Pfizer Gate. Est-ce que c'est comme le premier? C'est de la mauvaise science? Oui, Mais est-ce que c'est pas surtout un gros pétard mouillé? si. Mais ne nous croyez pas sur parole, on va examiner ça tous ensemble. Tout part d'un article, Qu'on vous met en description. il sera donc notre source principale. Détaillons les faits. En commençant par qui est concerné. Une lanceuse d'alerte dénonce des manquements dont elle aurait été témoin dans un centre qui administrait les vaccins dans le cadre de l'essai clinique de Pfizer sur les adultes. Ce centre, c'est Ventavia, et il représente, en volume, moins de 2,5% des sujets de l'essai clinique. 3 sites sur 153. Donc on peut déjà se dire que, même en admettant que toutes les données soient inventées de A à Z, le risque que cela influe de manière significative sur les résultats finaux est relativement nul. Mais avançons. Qu'est-ce qui est reproché par cette lanceuse d'alerte exactement? Il y a 3 catégories de faits reprochés. Les trucs qu'on n'a pas à prendre en compte, les trucs qui doivent être punis déontologiquement, mais niveau efficacité du vaccin, on s'en fout, et les trucs qui pourraient avoir un impact sur les données. Concernant les trucs qu'on ne prendra pas en compte, tout d'abord, dans la crainte d'une inspection de la FDA, certains employés auraient falsifié des documents. De l'aveu même de la lanceuse d'alerte, ce fait se serait produit avant son arrivée. Elle l'affirme, et il y aurait 2 autres témoignages anonymes en ce sens. Mais en vrai, on n'en sait rien. Et, hormis les dires de la lanceuse d'alerte, il n'y a aucune preuve de fournie pour aucune des affirmations. Ensuite, le journaliste à l'origine du papier Et on va y revenir, croyez-nous. affirme que d'autres personnes du laboratoire se seraient également plaintes des conditions. Mais on n'a encore aucun élément de preuve. Et autant la lanceuse d'alerte est identifiée, autant là, c'est anonyme. Donc ça pourrait tout aussi bien être complètement fictif. On passe. On passe à quoi? On passe aux éléments qui, s'ils sont établis, sont sérieux et doivent être punis, mais qui n'ont aucun impact sur les résultats de l'essai. Des aiguilles ont été jetées dans les bacs pour déchets biologiques au lieu de ceux pour les déchets coupants. C'est mal. Mais niveau données, on s'en fout. Des patients ont attendu sans surveillance médicale dans le couloir après l'injection. C'est grave médicalement parlant. Mais niveau données, on s'en fout. Certains résultats ont été saisis en retard. Ce n'est pas une bonne pratique. Mais on s'en fout. Tant qu'ils sont là et intègres, pas de quoi se mettre à crier partout que les essais sont truqués donc. Mais du coup, y a rien de sérieux du tout. Si Kiki, t'inquiète pas, ça arrive. Du matériel aurait été préparé avec l'identification des patients. Bah et alors? En gros, certains patients auraient pu savoir s'ils recevaient le placebo ou le vaccin. La rupture de l'aveugle peut avoir un impact sur les effets secondaires perçus. Mais pas sur le taux d'infection. En revanche, cette anomalie a pu augmenter artificiellement le taux d'effets secondaires liés au vaccin, en augmentant l'effet nocebo dans le groupe traité. Ça pourrait être un argument pour dire que les effets indésirables ont été surévalués. Lors de la préparation, du personnel médical aurait pu apprendre quel patient recevait le placebo et lequel recevait le traitement. Encore une fois, la rupture du double aveugle a un impact sur les effets nocebo et placebo, mais pas sur le taux d'infection. C'est mal, mais ce n'est pas très significatif. Des vaccins ont été stockés à la mauvaise température. L'ARN étant fragile, si la chaîne du froid a été rompue, il a pu être dégradé et moins efficace. Si ce manquement est avéré, ce serait un argument pour dire que l'efficacité des vaccins a été sous-évaluée, car des flacons peut-être inactifs ont été injectés comme étant du principe actif. La dernière catégorie montre donc que, si toutes les malversations et erreurs suggérées sont avérées, cela plaidera, au pire, pour une meilleure efficacité et une plus grande innocuité du vaccin de Pfizer. Les gens qui jettent le pavé dans la mare, sont-ils anti-vax? Ne pourrait-on pas penser qu'il s'agit de faire le ménage chez soi, pour que la science roule bien? On n'a aucune opinion sur la lanceuse d'alerte, et si les faits sont avérés, ils méritent d'être dénoncés et punis. En revanche, il n'en va pas de même pour le journaliste à l'origine de l'article, car Paul Tucker est un fort déplaisant personnage. Un quoi? Un bélitre, un
Un arrière-fait de Trouillard. Euh... Un connard, Kiki. Je vais pas te faire un dessin. Il est connu pour être un activiste anti-OGM, ayant participé au harcèlement sur des chercheurs qui travaillaient en génétique, en particulier le docteur Kevin Folta. Et on parle même d'attaque au sujet de sa mère. Et chacun sait qu'on a dit « pas les mamans Ah d'accord. Un connard. Ce n'est donc pas l'intégrité qui l'étouffe. De fait, lorsqu'on voit un gros tas de pas grand-chose monté en épingle à partir uniquement de témoignages et écrits par ce genre d'individus, on n'a pas envie d'y accorder du crédit. Voilà. ». On vous laisse en description un lien vers la publication de Type au violet, De quoi dans mon assiette, qui a fait un très bon résumé de tout ça. Découverte de la semaine. C'est une découverte en forme de mauvaise nouvelle cette semaine. On vous parlait déjà, il y a quelque temps, des Covid longs chez les enfants et on se posait la question des séquelles. Des chercheurs ont mis en évidence un possible lien entre ces symptômes persistants et des séquelles cérébrales. Pour cela, ils ont étudié des enfants et des adolescents qui ont contracté le Covid lors de la première vague, au printemps 2020 donc. Tout d'abord, près de 20% souffrent toujours de symptômes, parfois handicapants, plus d'1 an et demi après leur infection. Les médecins de la Timone, à Marseille, ont donc décidé de faire passer des examens plus poussés à certains d'entre eux. L'article est en description. Le résultat est un fonctionnement anormal du bulbe olfactif, Lié à la perception des odeurs et des goûts, du tronc cérébral impliqué notamment dans la régulation de la respiration, du sommeil et de la perception de la douleur, et du cervelet. qui joue un rôle central dans les capacités d'attention. Ces liaisons pourraient expliquer la collection a priori incongrue de symptômes dont souffrent les petits patients. À l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée montrant que ces séquelles puissent être réversibles. Piste de la semaine. Infection persistante. Chez les patients immunodéprimés, l'infection à SARS-CoV-2 peut persister longtemps dans l'organisme, qui ne parvient pas à éliminer le virus. Un pas vient d'être franchi dans la prise en charge de ces malades. Le patient sur lequel l'essai a été réalisé souffrait d'une infection de plus de 4 mois. 4 mois. Son corps arrivait à contrôler plus ou moins le virus, mais il ne développait toujours pas d'anticorps. Les médecins ont donc décidé de lui administrer 2 doses de vaccin à ARN, dans l'espoir que cela permette à son système immunitaire de comprendre quoi cibler. Le protocole est expliqué dans un article en description. Des anticorps sont apparus après la première injection, et le patient s'est débarrassé du virus en 72 jours. Des résultats à, bien entendu, confirmés sur plus de patients. Impasse de la semaine. Victime mondiale. L'université Johns Hopkins a rendu les chiffres de sa comptabilité, et ils font froid dans le dos. Déjà, parce que malgré un bilan de 5 millions de morts, on sait déjà que ce comptage est celui des déclarations officielles. Et plusieurs études, Dont on a déjà parlé ici dans d'anciens échos, portent plutôt le nombre total de décès à 17 millions. Je me rends pas bien compte. C'est beaucoup 17 millions. les Pays-Bas, Kiki. C'est comme si on avait rayé les Pays-Bas de la carte. Ah oui. Ah oui. Même en prenant le chiffre officiel, le Covid est désormais la première maladie infectieuse du monde en termes de morts quotidiens. 7575 décès par jour en moyenne, autant que la tuberculose et les hépatites, Respectivement 2e et 3e, réunis. Lorsqu'on s'intéresse à toutes les causes de mortalité combinées, le Covid est la 2e cause de mortalité en France, 178 morts par jour, loin derrière le cancer, 431 morts par jour, mais bien devant les AVC, 110 morts par jour, le suicide 24 morts par jour, ou encore les accidents de la route. 10 morts par jour. Ah, qu'est-ce qu'on se marre dans les coups du labo. Depuis le début de la pandémie, 5% des décès mondiaux sont dus au Covid. Et tout ça, c'est toujours en prenant le chiffre de 5 millions. Dont on sait qu'on peut facilement le multiplier par 3. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire les autruches maintenant et écouter les scientifiques? En parlant de ça, notre source nous vient de la Johns Hopkins University de Baltimore. Mauvaise nouvelle de la semaine. Allemagne. Ça barde du côté de nos voisins germaniques, alors que les derniers jours chiffrent à plus de 20 000 cas et 200 décès par 24 heures. Avec une population vaccinée à peine 67%, l'immunité de groupe n'est pas suffisante pour enrayer la vague. L'Institut de veille sanitaire allemand affirme que la quasi-totalité des nouvelles victimes sont non vaccinées. Notre source est l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Bonne nouvelle de la semaine. Ah bah c'est pas trop tôt. Inde. Alors que le pays a clairement payé le plus lourd tribut de la crise sanitaire, l'Inde vient de voir son premier vaccin homologué par l'OMS, Covaxin, Développé par Bharat Biotech, affiche une efficacité de 78%. Mais surtout, il est à destination des pays où la vaccination est difficile. Il garantit donc une longue conservation à une température raisonnable. Avec une capacité de production de 55 millions de doses par mois, le laboratoire représente un véritable espoir pour le sous-continent. et notre source nous vient de l'OMS.
Qu'est-ce que putain de quoi? Quand le Dendrobat Doctor prépare l'écho des labos, parfois elle se dit que l'humanité fait vraiment des choses incroyables. Des prouesses, comme le dossier technique de vaccin universel contre toutes les souches de grippe, sur lequel elle est tombée dans le hors-série novembre-décembre de Pour la science. Ah, la science. Et parfois elle se dit que la science est quand même composée d'un sacré paquet de raclures. Ah, les humains. Pour être honnête, on a longuement hésité. Est-ce qu'on parle des militants anti-pass italiens qui se déguisent en déportés pour expliquer à quel point ils sont des victimes? Bof. Est-ce qu'on revient encore sur la récupération des antivax de la mort d'un gamin? Un gamin de 23 ans, certes, mais le Dendrobat Doctor est vieille. Mais vieille comment? Vieille, genre, faut pas lui demander son âge, mais suffisamment jeune pour que quand elle le tape, ça fasse encore mal. La première n'ayant rien de pédagogique à offrir, Quelle indignité. étudions la seconde. L'autopsie du jeune Maxime B a été clôturée et envoyée au parquet. Oui, car il y a toujours une enquête en cours, on le rappelle. De là, elle a fuité on ne sait comment, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des podcasts anti-vax expliquant que Maxime était Ouvrez les guillemets. mort d'une péricardite liée au vaccin et pas du tout d'un choc anaphylactique. Déjà, la récupération d'un mort est toujours sordide, mais là, elle s'accompagne en plus d'incompétence. Le rapport d'autopsie mentionne un tableau histologique témoignant d'une hyperréosinophilie, notamment au niveau pulmonaire, ORL et gastrique. En clair, la structure des tissus dans les poumons, dans la bouche, le nez et les sinus, Ce qu'on appelle les voies respiratoires hautes. ainsi que dans l'estomac, montre une augmentation massive d'un certain type de cellules immunitaires appelées les éosinophiles. La cause principale connue de ce type d'augmentation est l'allergie, que ce soit sous forme d'eczéma, de choc anaphylactique ou encore d'asthme. L'autre cause est la présence de parasites, Des pathogènes de bien plus grosse taille que les virus et les bactéries. dont l'iénosophile est l'adversaire principal quand ils parviennent à rentrer dans l'organisme. Mais l'autopsie ne retrouve aucune trace de parasites, et cette augmentation est déclarée compatible avec une origine allergique dans ce contexte. Voilà, ce jeune homme souffrait de plusieurs allergies alimentaires, dont l'arachide, qui est connue pour être particulièrement violente et dangereuse. Mais c'est une ligne du rapport, sur le plan cardiaque, qui a déclenché tout ce battage indécent. Le rapport note la présence d'un filtrat lymphocytaire interstitiel sans nécrose, pouvant témoigner de lésions du myocardite à minima et pouvant expliquer la symptomatologie de M. B dans les jours précédant son décès. En clair, dans certains tissus du cœur, on a retrouvé des zones pleines de liquide, un peu comme des ampoules que vous pouvez avoir au pied. Ces blessures n'ont pas entraîné de mort des tissus, mais elles sont le signe d'une inflammation du cœur, une myocardite donc. Et pas une péricardite. Mais pour que ces signes soient présents, la myocardite durait depuis des jours, comme le souligne le rapport d'autopsie. Maxime ayant été vacciné le matin même, cette lésion ne peut pas être due à l'injection. Elle est en revanche commune chez les jeunes gens atteints de pathologies auto-immunes. Et les allergies sont des pathologies auto-immunes. Le rapport insiste ensuite, si cet état n'est pas directement à l'origine du décès, il a pu induire une moindre tolérance au contexte clinique. En clair, oui, il avait déjà fait des crises d'allergie avant, et les médicaments qu'il prenait avaient pu le sauver. Mais là, il était affaibli sans le savoir, et l'organisme n'a peut-être pas supporté l'ensemble de ces facteurs. Maintenant, vous allez peut-être me dire « Mais attends, mon petit narrateur, il est où Michel ?» Ce à quoi je vous répondrai qu'il bosse trop pour faire la chronique, et que c'est pas le sujet. Vous me direz donc « Mais attends, mon petit narrateur, si le rapport a fuité on ne sait comment chez les antivax, comment toi tu sais ce qu'il y a dedans ?» On le sait parce que, devant le nombre de vautours autour du cadavre de son fils, le père de Maxime B Qui lui a eu accès normalement au rapport d'autopsie. l'a rendu public sur Twitter pour stopper la récupération et appeler au calme. Et ce père a sans doute autre chose à faire de son chagrin que ça. Il y a vraiment des gens qui sont nés avant la honte. Point méthode de la semaine. Trouver les réponses de la science à ces questions. Petite 2. Comment demander? Bah, en disant s'il te plaît et sans pointer du doigt. Alors, oui, Kiki, mais chut, laisse les grands parler. Cette semaine, nous continuons à étudier comment obtenir des réponses fiables aux questions qu'on se pose. La semaine dernière, on vous a donné des endroits où chercher. À présent, il faut savoir comment demander. Tout d'abord, ayez bien en tête que l'immense majorité du travail scientifique est en anglais. Si vous n'êtes pas familier avec la langue de Sting, sachez que Google Traduction fait tout à fait le travail lorsqu'on lui demande un mot à la fois. Si vous voulez chercher un sujet, au hasard, savoir si les corneilles reconnaissent les visages humains, vous pouvez lui proposer un à un vos 3 mots-clés. Corneille, visage, humain. Et il vous donnera crow,
human face et tout ira bien. Pensez aussi qu'une base de données n'est pas un chercheur à qui vous posez une question. Ni même un humain. Il faut donc éviter les phrases, les prépositions et les conjonctions. Sélectionnez 2 ou 3 termes qui peuvent faire remonter le résultat que vous voulez et choisissez-les les moins ambigus possibles pour que la base n'aille pas vous chercher des trucs qui n'ont rien à voir. Si vous cherchez une expression figée, que la base ne doit pas analyser par mots séparés, Par exemple, visage humain. vous pouvez les taper entre guillemets. Le programme cherchera alors l'expression exacte. Si vous avez ce qu'on appelle du bruit, C'est-à-dire trop de résultats avec vos mots-clés. vous pouvez les organiser à l'aide de petits codes appelés opérateurs booléens. AND vous permet de demander uniquement les résultats qui contiennent et corneille et visage. OR vous permet de demander soit corneille, soit corbeau, soit les deux. Vous n'êtes pas difficile. NOT Pouvant aussi être remplacé par le symbole moins devant le mot. permet d'exclure un terme de la recherche. Par exemple, Corneille, note, chanteur. XOR vous permet de demander soit corneille, soit corbeau, mais jamais les deux à la fois. Si vous avez, au contraire, ce qu'on appelle du silence, C'est-à-dire pas assez de réponses. il se peut que ce soit parce qu'un terme est trop précis dans sa graphie. Si on se pose la question pour les corneilles, on peut utiliser recognition, mais peut-être que ce sera recognize, recognized, recognizen ou recognizes qui sera dans l'article. Dans ce cas, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle l'étoile de Kleene en la plaçant à la fin de votre mot. Par exemple, recogni étoile. Vous indiquez au logiciel qu'il doit vous chercher n'importe quel mot commençant par cette séquence, peu importe la fin. Avec ces quelques astuces, vous devriez finir par trouver l'article qu'il vous faut. Mais du coup, les corneilles, elles reconnaissent les visages humains ou pas? Ah bah justement, tu pourrais chercher. Ah oui, mais là, je peux pas. Je cherche des articles sur comment prendre soin de mes plantes. Ah oui, c'est vrai. Eh ben alors oui, elles reconnaissent effectivement les visages humains. Ah, c'est cool. Non mais attends, tu cherches des trucs pour entretenir tes plantes là? Bah oui, pourquoi? Non, non, rien. Continue. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec l'audition par l'ordre des médecins de Didier Raoult. Et non, on n'en parlera pas tant qu'il n'y aura pas de résultat d'enquête. Le modérateur a assez de travail comme ça. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Alors, tu te couves? Ah non, pas vraiment. Et dis-moi, il y a écrit quoi sur ta plante là? Magancina. Ça doit être son nom scientifique. C'est pratique quand même. Et tu trouves pas ça un peu étrange qu'elle soit en plastique ta plante? Bah, c'est vrai que... Ah bah oui. Du coup, faut un engrais spécial. Je suis bête. Tu me ôtes les mots de la bouche, mon kiki.